On voulait partager une chanson avec vous qu'on a oublié de partager la dernière session. Et cette chanson a des mouvements. Donc, je vais chanter une chanson et faire le mouvement. Et vous êtes bienvenus vous êtes les bienvenus à répéter pendant toute la chanson. La dernière fois, on a parlé de l'interêtre. Donc, cette chanson est à propos de l'interêtre. J'espère que vous pouvez me voir avec mes mouvements. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Donc, nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Donc, c'est les mouvements de la langue des signes, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et la prochaine phrase, cette chanson, la chante 2 fois. Cette phrase, on la chante 2 fois. Le temps. Alors, il est temps pour nous de vivre et de ne faire qu'un. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Donc la première phrase, on l'a dit 2 fois, et après on dit qu'il est temps de vivre et de ne faire qu'un, et après on recommence avec la première phrase. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Et après, c'est la même chose, mais on dit que c'est les vagues d'une même mer au lieu des feuilles d'un même arbre. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Très bien. Et la prochaine, c'est nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Donc, ça a un très beau mouvement pour les étoiles. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Les étoiles d'un même ciel. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Donc, c'est les trois couplets, mais il y en a un quatrième qui combine une phrase de chacun des autres couplets. Donc, ça fait comme ça. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Donc, on va essayer de chanter ça tous ensemble depuis le début. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Nous sommes tous les étoiles d'un
au ciel. Il est temps pour nous tous de ne faire qu'un. Toutes les étoiles dans le ciel. Comme toutes les feuilles dans ma main. Nous sommes tous les vagues d'une mer. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire quoi. Nous sommes tous les étoiles dans le ciel. Je suis sûre que vous sonnez très très merveilleusement. Je sais que c'était très beau. Merci d'avoir fait ça tous ensemble. Richard et moi allons passer la session à répondre à vos questions. Donc on va essayer de répondre à toutes, mais peut-être pas toutes. Donc la première question est... je suis contente que vous ayez apprécié la chanson. La première question, je vais vous la lire. C'est à propos de comment on peut être habile avec notre colère et arrêter d'être en colère envers les autres personnes. Donc, quelqu'un écrit imagine qui amène une grande colère. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est abusé physiquement, une femme, une personne, un enfant, et on ressent de la colère et on veut arrêter cet abus d'avoir lieu, dans ce cas-là, donc au lieu de, on peut pas être indifférent à cette situation et juste arroser la graine d'amour ne suffit pas. Donc il y a cette peur que quand on va arroser l'amour, on va devenir plus tolérant à toutes ces actions. Merci pour cette question. C'est important d'arrêter les personnes qui blessent les autres. Et c'est vrai que la colère peut être quelque chose d'utile, une énergie pour nous aider à agir. Et la colère n'est pas la stratégie la plus adaptable au long terme. C'est quelque chose qui peut nous réveiller pour réaliser quelque chose, pour réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose doit avoir lieu. C'est sain de cette manière-là, la colère. Et ça peut être utilisé de manière habile. Mais si on reste juste avec notre colère, alors ça peut devenir quelque chose qui va nous détruire. Même si l'idée initiale est d'aider une autre personne d'arrêter de blesser une autre personne. Peut-être que c'est pas toujours facile, mais c'est possible d'arrêter une personne de faire du mal depuis un endroit de compassion et d'amour. On a tendance à penser que la compassion et l'amour sont tout doux et qui permettent tout, et tout gentil, mais on peut aussi avoir une compassion qui soit forte. La compassion ne veut pas dire juste que c'est tout mignon. Parfois, on peut avoir des actions très fortes pour dire non. Ça peut venir de la compassion, ça peut venir d'une compréhension très profonde de le vœu de protéger et de prendre soin de tout le monde dans une situation. La raison pour laquelle c'est important, c'est que si on regarde vraiment profondément, comme on a exploré dans la dernière session avec l'intérêt, si on était
si on était la personne qui abusait, si on avait grandi dans ces circonstances, on avait eu les mêmes conditions de vie, et qui pourrait dire si on n'avait pas fait la même chose, si on avait eu le même manque d'opportunités et qu'on nous avait fait des choses blessantes, qu'il y avait de la frustration, des choses qu'on n'a pas réussi à recevoir, on aurait peut-être le même comportement. Et donc, regarder ça de cette manière peut aider à voir cette personne qui blesse cette personne, qui est aussi, on peut voir qu'elle est aussi une victime d'une certaine manière. Quand on peut réussir, on peut prendre soin de la personne on prend soin de la personne qui est blessée, mais essayer de soutenir la personne qui blesse aussi, de trouver les bons moyens de le faire pour réussir pour les aider à revenir dans la chose qui est bonne en eux. Et quand on arrive à rester clair et centré et conscient, compatissant, il peut avoir la colère qui soit une étincelle, mais il faut réussir à soutenir tout ça avec quelque chose de plus sage, quelque chose de plus équanime, plus centré, avec la compassion et l'amour qui peut nous aider à garder cette impulsion initiale de colère à garder pour pas qu'elle cause plus de mal dans cette situation. Ça ne veut pas dire que cette personne doit être tuée parce qu'elle a fait du mal à une personne. Ça peut arriver si on devient vraiment en colère, si on se laisse dépasser par la colère. La colère d'un groupe peut créer ça. Donc ça doit être pris, on doit en prendre soin et la soutenir, cette colère, et faire grandir notre compassion tous les jours pour réussir pour apprendre à interagir avec amour, même si c'est d'une manière forte. Il y a une autre question à propos de l'anxiété et de l'estime de soi. C'est à propos c'est une enseignante de lycée. Elle dit qu'elle étudie depuis plusieurs années et qu'elle voit beaucoup d'anxiété dans ses étudiants. Et parfois, les encouragements ne sont pas assez. Est-ce que elle demande cette enseignante s'il y a des suggestions. Elle dit qu'elle a médité pendant de plusieurs années, mais elle ne se sent pas capable d'offrir des activités et qu'elle lit par contre des livres. Pour l'anxiété, c'est très bien de faire la pratique de l'arbre dans l'orage dont on a parlé pendant la deuxième session. C'est très bien de faire cette pratique-là. Quand vos étudiants sont anxieux, vous pouvez leur apprendre à reposer leurs mains sur leur ventre et sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et vous pouvez faire ça sans en dire beaucoup au début, en parler beaucoup. Et juste dire, peut-être au début de votre classe, vous pouvez leur dire « Ah, je veux essayer quelque chose aujourd'hui ». Tout le monde met sa main sur son ventre. Prenez 3 grandes respirations et sentez juste votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ou peut-être vous pouvez inviter une cloche et les inviter à respirer avec la cloche. Richard, je vais envoyer un son de la cloche pendant qu'on en parle. On va prendre 3 respirations. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre si vous le souhaitez et sentir votre ventre qui se gonfle et se dégonfle.
Si c'est possible, d'avoir une manière pour vos étudiants d'aussi, pour eux qu'ils invitent la cloche, eux aussi, et les inviter à respirer dans le ventre. Vous pouvez avoir si vous avez que des meetings en ligne, vous l'invitez, mais si jamais vous le faites en personne, vous pouvez demander à un étudiant chaque jour à inviter la classe, inviter la cloche. Si vous le souhaitez, vous pouvez parler directement de l'anxiété ou vous pouvez en parler plus tard. Peut-être que certains d'entre vous ont souffert d'anxiété. Vous pouvez vous allonger et mettre votre main sur votre ventre, écouter la cloche, et ça peut entraîner l'esprit à revenir au moment présent. Et parce que l'anxiété, c'est souvent quelque chose à propos du futur ou du passé. Et si on arrive à s'établir dans le moment présent, à travers la respiration, on peut vraiment réussir à atteindre un endroit de calme et d'aise. Et enseigner cet exercice de l'arbre dans l'orage, c'est vraiment, ça aide vraiment avec l'anxiété, ça permet que l'imagination, l'esprit imagine cet arbre et revienne donc au corps grâce à cette image. À propos de l'estime de soi, et on a la tendance de se critiquer et d'être dur avec nous-mêmes, dire qu'on n'est pas assez, et ça va très profondément en nous. Et tout le monde est très concerné par ce que les autres pensent de nous-mêmes. Et c'est aussi à l'adolescence quand ils veulent être attractifs et attractifs pour tous les genres auxquels ils sont attirés. Donc les adolescents, pour les adolescents, c'est vraiment un sujet très présent, l'estime de soi. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent abandonnées, mis à part, et ils utilisent aussi les médias sociaux qui ne les aident pas vraiment parce qu'ils projettent qui ils sont avec Facebook, Snapchat ou des choses comme ça, mais c'est pas la réalité souvent, la plupart du temps. Ils se comparent et il y a cette phrase comparer et désespérer. Ils se comparent aux autres personnes qui partagent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'exercices qui peuvent aider dans ce cas-là. Enseigner aux étudiants la pratique de méthode, la bonté aimante, d'être ami, comme un ami à nous-mêmes. Vous pouvez penser aussi à quelque chose, à un moment où vous étiez très heureux, vous vous sentez très aimé, et vous pouvez essayer de revenir à votre corps et essayer de sentir ce même sentiment-là dans votre corps, comme si vous étiez quand vous étiez dans cette situation. Ça peut être un endroit dans la nature où ils se sentaient très, très en sécurité, très heureux, ou peut-être quand ils étaient enfants, quand des personnes proches d'eux étaient avec eux quand ils étaient enfants. Et ça peut être une pratique. Et les inviter à offrir tout cet amour à eux-mêmes. Et on peut enseigner ça aux étudiants, à apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Et aussi, comme on a partagé pendant la deuxième session, si je me souviens bien, ou la première session sur le fait d'arroser les bonnes graines, on peut inviter les étudiants à faire une liste de tout ce qu'ils aiment chez eux et les partager en paire et partager ce qu'ils aiment sur eux-mêmes. Et aussi, comme je l'ai mentionné,
cette enseignante en Allemagne qui demandait aussi d'écrire toutes les qualités positives des autres étudiants. Et il y avait une prof de lycée qui a fait la même activité à ses étudiants. Et ça devait être, c'était dans les années 60, où ils étaient 60. Et il y avait cet homme qui avait gardé cette liste où tous ses camarades de classe avaient écrit tout ce qu'ils aimaient sur lui, et il l'a gardé pendant très longtemps après qu'il ait fini ses études. Et il est mort à la guerre, je crois que c'était en Afghanistan. Et il y a l'enseignant qui a été invité à ses funérailles. Elle avait été sa prof préférée, et sa mère a sorti cette liste aux funérailles de son portefeuille, et elle lui a dit « Ah, il a gardé cette liste toute sa vie. » Et elle était toujours avec lui quand il était mort. Donc je pense que c'était vraiment dans les années 60. Donc cet exercice peut vraiment avoir un impact très profond sur les personnes. Et ça peut vraiment changer cette vision qu'on a de nous, d'être sans valeur ou des choses comme ça. Et c'est bien de demander à la classe de partager ce qu'ils ressentent sur les autres. C'est très puissant. Merci pour la question. Donc ça, c'est une autre question. Deux personnes ont posé une question sur comment aider quelqu'un à prendre soin de sa souffrance. Une sur quand il y a des addictions à la drogue, et une autre personne quand il y a des problèmes, des difficultés psychologiques. Donc les questions, c'est comment je peux aider les personnes à prendre soin de leur souffrance. Comment je peux aider quelqu'un qui a des difficultés cognitives et psychologiques, et comment faire quand il y a du refus. Une autre personne a dit quelle stratégie je peux avoir face à une personne qui prend de la drogue. Aussi pendant les jours d'école. Donc la meilleure façon d'aider les personnes à prendre soin de leur souffrance, c'est d'avoir une pratique très, très, très ancrée de prendre soin de sa souffrance. Donc c'est vraiment d'être souvent là pour sa propre souffrance, tout d'abord. On a de l'espace pour ne pas avoir peur de la souffrance des autres. On peut la regarder avec curiosité, avec intérêt, mais ne pas regarder comme un problème, mais la regarder avec une grande compassion. Ça peut vraiment être le cas seulement si on regarde notre propre souffrance aussi avec de la compassion, et reconnaître que notre souffrance est là et prendre soin d'elle. Donc, toutes ces pratiques qu'on a partagées, comme la respiration dans le ventre, l'arbre dans l'orage, on veut les pratiquer avec nous-mêmes tout le temps pour avoir une conscience de nous-mêmes, et qu'il y ait beaucoup de clarté en nous, et ainsi pouvoir être là quand quelqu'un d'autre souffre. Donc, je pense qu'une des meilleures manières d'aider quelqu'un avec sa souffrance, c'est de leur dire qu'ils ont la capacité, leur faire savoir qu'ils ont la capacité de prendre soin de leur souffrance, et qu'on n'a pas peur, et qu'on ne voit pas ça comme un problème, que ça a l'importance pour nous et qu'on veut les aider, mais leur dire que c'est pas mal de souffrir, qu'ils n'ont pas un problème s'ils souffrent, et les aider à créer de l'espace pour leur souffrance. S'ils la poussent au loin, s'ils se battent avec elle, on peut trouver des approches pour leur dire que c'est ok, on peut être là avec cette souffrance, on peut la reconnaître,
et lui amener de la tendresse, de la compassion à cette chose douloureuse et pas voir ça comme quelque chose de mauvais et de mauvais. Donc amener de l'attention et de l'attention peut vraiment changer déjà beaucoup les choses et de les aider à trouver de l'espace en eux où ils ne combattent pas cette souffrance. Et pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs et psychologiques, donc qui ont des moments où ils demandent de l'aide et des moments où ils refusent, qui alternent entre ces différents moments, notre calme et notre constance peut avoir un impact très fort sur ces personnes qui expérimentent ces changements. Donc si on est capable d'être présent quand cette personne a besoin d'aide et être aimant et d'aider, d'être plein d'amour et d'offrir de l'aide, notre système nerveux et le curriculum en tant que quand on est enseignant, on enseigne qui on est. Qu'on soit coach, thérapeute, c'est notre système nerveux qui est la plus grande ancre et soutien pour l'autre personne. Si nous, on est calme, si on est présent, si on est régulé avec nous-mêmes, alors l'autre personne ressent ça et ça les aide vraiment avec leurs difficultés. Si on peut rester présent et vraiment intégrer ça, même quand ils sont dans des endroits difficiles et qu'ils refusent notre aide, même s'ils en ont besoin, si on ne réagit pas, alors ça aide toute la situation à être plus claire et facile à gérer. S'ils nous poussent et se battent, on ne combat pas en retour. Sauf s'ils sont en danger, s'ils se mettent en danger, alors là, il faut intervenir. S'ils refusent l'aide et ils ne sont pas coopératifs, et s'ils n'acceptent pas l'aide, si on peut réussir à être ferme, mais doux et stable, alors on peut avoir des meilleures interactions comparé à si on les pousse et si on ajoute notre réactivité à leur réactivité qui est déjà là. Bien sûr, ça nous demande d'être vraiment dans notre corps et vraiment s'il y a des émotions qui viennent, que ce soit la colère, la frustration, la peur, si on peut réussir à respirer automatiquement et savoir que cette émotion-là est là et prendre soin d'elle, alors on pourra mieux sentir la situation qui a lieu. Et à propos de comment soutenir des enfants qui utilisent de la drogue à l'école, je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté sur toute l'école, mais s'il y a des possibilités de connecter avec cet étudiant de 1 à 1, peut-être à un moment où ils sont un peu plus clairs, un peu plus présents, en face à face, peut-être leur dire on peut leur demander s'ils veulent nous voir et leur demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu voudrais parler avec moi? Quelle est ta situation? À propos de quelle est ta situation? Essayer de comprendre. Je pense que c'est important pour eux de sentir que vous reconnaissez qu'ils ne sont pas tels qu'ils le sont vraiment, qui sont sous les effets de drogue. Et au lieu de les punir, et vraiment de les soutenir et voir avec la communauté comment on peut les aider, leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Ça peut être vraiment qu'ils aient des difficultés dans leur famille ou
ou des situations très toxiques, ou peut-être qu'ils ont des problèmes psychologiques, des insécurités aussi, et que peut-être qu'ils utilisent de la drogue pour pour gérer leur insécurité. Donc, essayer de voir qu'est-ce qui les motive à prendre de la drogue et voir quelle intervention quelle aide pourrait leur être donnée. Et peut-être avoir quelque chose dans toute l'école, une intervention pour toute l'école sur les drogues, pour les adolescents. Regardez s'il y a des programmes qui sont disponibles et regardez ce qui est possible d'amener dans votre école pour aider ces enfants qui n'ont pas commencé à prendre de la drogue, de ne pas commencer, et aider les enfants qui ont déjà commencé à prendre de la drogue d'avoir plus d'informations sur comment ils peuvent être aidés et pourquoi. Alors, donc on a une question à propos de la colère. Et c'est une question, et là, cette question, c'est si la graine de colère revient en permanence quand j'interagis avec un collègue ou une personne dont je prends soin. Est-ce que c'est que j'en prends pas assez soin? Est-ce que je regarde pas assez profondément? Ou que je l'arrose trop? Ou les trois? Donc, je pense que c'est un petit peu des trois. Il ne faut pas se blâmer ni se juger, mais de reconnaître que c'est une situation difficile qui touche quelque chose très profondément en vous. Et c'est difficile d'être avec ça. Donc ça continue de vous emmener quelque part. Dès que vous reconnaissez que la colère se manifeste, quand vous êtes avec ce collègue, vous prenez soin de cette personne, vous pouvez regarder si vous pouvez vous arrêter. Peu importe ce qui vous touche. Parfois, c'est pas possible, mais des fois, c'est une conversation que vous avez. Et donc, peut-être vous pouvez partir ou faire quelque chose d'autre. Donc, vous pouvez vous donner une petite pause pour pas pousser le bouton en permanence, appuyer sur le bouton et donc vous donner un peu d'espace pour que vous continuiez pas d'être touché par cette situation. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut juste sortir, aller marcher un peu et revenir. Et peut-être avoir donc d'autres perspectives et que votre esprit et votre corps se calment un peu et que peut-être vous sentez vos pieds, vous sentez votre respiration se concentrer, ce qui se passe sur le moment présent de nouveau et revenir à vous-même. Et quand c'est un petit peu plus clair, quand la colère n'est plus aussi tendue, vous pouvez pratiquer d'être avec cette colère et d'en prendre soin, d'essayer de la comprendre et de faire qu'est-ce qui se passe là. Quand quelqu'un nous touche de cette manière en permanence, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière ça. Et souvent, derrière la colère, c'est la peur ou une blessure. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, essayez d'enquêter et de vraiment prendre ça avec une grande tendresse et se dire, mais qu'est-ce qui fait que ça me touche autant? Et qu'est-ce qui est aussi sensible en moi qui amène cette réaction de colère? Et faire de notre mieux pour être avec cette colère, avec ça et d'en prendre soin. Et la regarder avec beaucoup d'amitié et de tendresse et de ne pas la repousser et ni l'autoriser à nous amener là où on ne veut pas. Donc j'espère que ça vous aide. On a aussi 2 questions à propos de l'écoute profonde. Une, c'est à propos de l'écoute profonde, comment se comporter avec les personnes qui n'arrêtent jamais de parler tant qu'on les écoute et qui
nous aspire toute notre énergie. Et une autre question, c'est comment savoir quand quelqu'un est prêt à faire de l'écoute profonde, comment savoir quand on est prêt à écouter profondément la personne qui nous a fait souffrir. Est-ce que j'ai pas compris là. Donc avec les personnes qui nous prennent toute notre énergie parce qu'ils n'arrêtent jamais de parler, s'ils disent tout le temps la même chose et nous prennent toute notre énergie, c'est pas très habile de continuer à les écouter. Il faut être capable à prendre soin de nous-mêmes. Et si on n'est plus capable d'écouter avec compassion, il faut poliment, avec compassion, dire je ne suis pas capable d'écouter avec tout mon cœur. En ce moment, je suis très fatiguée, j'aimerais t'écouter quand je suis un peu plus fraîche. Donc on pourrait continuer une autre fois et leur dire qu'on a besoin d'arrêter cette conversation pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Parfois, si on ne peut pas avoir d'espace en nous, si on a de l'espace en nous, on peut écouter ce que la personne dit et aussi ce qu'elle ne dit pas. Et on peut écouter au-delà de leurs paroles. On peut entendre quelque chose qui soit plus significant, qui a plus de sens que les mots qu'ils disent réellement. Peut-être qu'on peut entendre qu'ils ont peur, qu'ils sont seuls. Peut-être qu'on peut entendre qu'ils ne sont pas en contact avec eux-mêmes et qu'ils prennent beaucoup de la personne qui écoute parce qu'ils ne sont pas en contact avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si on a vraiment de l'espace en nous, on peut apprendre à leur dire, savoir et comprendre comment leur dire quelque chose qui les aiderait à comprendre ce qu'ils disent réellement. C'est-à-dire, je t'entends. Qu'est-ce que je peux faire qui puisse t'aider? Parfois, quand peut-être on peut couper la conversation, dire qu'est-ce qu'on peut faire qui puisse soutenir ça? Peut-être ça peut aider cette personne-là, aider cette personne à vous voir. Il y a différentes manières de faire. Et vraiment à écouter avec compassion et avec attention peut vraiment guérir l'autre personne. Mais ça peut être aussi un challenge. Et pour eux de sortir de ce cercle vicieux où ils parlent toujours de la même chose et ils partagent toujours les mêmes histoires et sans chercher de solution ou de sortie. Et il y a aussi une question sur quand est-ce qu'on est prêt à écouter, savoir quand est-ce qu'on est capable d'écouter la personne qui nous a fait souffrir. C'est une question de pardon, je pense. Peut-être que c'est OK si on n'est pas capable de pardonner à ce moment-là. Peut-être que c'est OK si on n'est pas capable de les écouter profondément maintenant. Si on n'est pas prêt, il faut être honnête avec nous-mêmes. Et alors, et quand même, on sait qu'avoir du ressentiment contre eux, c'est comme prendre du poison, ingérer du poison et attendre que l'autre personne soit malade. On veut les punir et on veut qu'elles souffrent, mais on est la personne qui souffre avec ce ressentiment. Et en sachant ça, il y a une motivation
à vouloir relâcher ce ressentiment. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'autorise à être blessé de nouveau. C'est vraiment, on peut garder nos limites si cette personne-là n'est pas capable de respecter nos limites. Il ne faut pas s'exposer pour qu'il puisse nous blesser. Mais on peut toujours pardonner quelqu'un et garder nos limites. Ça ne veut pas dire qu'on va s'engager de nouveau avec cette personne-là. S'ils sont capables de voir qu'on a été blessé et si ils arrivent à connecter avec ça, on peut lâcher prise sur notre ressentiment et ouvrir notre cœur de nouveau. Ça peut être très gai, ça peut amener beaucoup de guérison pour nous et pour ces personnes aussi. Tous les humains font des erreurs. Peut-être qu'il y avait des conditions dans leur vie qui a fait que c'était très difficile pour eux d'être habiles avec nous. Et oui, c'est bien d'essayer de voir la vision plus globale, voir ce qui les a fait agir de cette manière-là. Merci. Merci de soutenir ma pratique. Quand on pratique ça avec toute une classe, chacun d'entre nous soutient la pratique des autres. Et donc, je réussis à avoir de l'énergie grâce à vous. Je ne peux pas le voir, mais je le sens. Une des choses les plus importantes, je ne vais pas répondre aux questions de cette manière aussi organisée que ma sœur Kaya Joel l'a fait. Je vais regarder certaines des autres questions, toutes les autres questions et prendre certains thèmes qui semblent être importants et je vais lire des questions si ça semble approprié. Et je vais commencer par souligner le mot présence que Kyra Joel a partagé plusieurs fois. Parce que en tant qu'enseignant, une des choses le plus gros cadeau qu'on peut offrir à nos étudiants, c'est notre présence. Ils peuvent sentir notre présence. Ce qui arrive pour eux en tant qu'individus, en tant que classe, sera très très différent que s'ils n'ont pas le sens de notre présence, s'ils ne ressentent pas notre présence. Et être présent, peut signifier d'amener la pleine conscience dans une situation. Ça peut aussi signifier quelque chose de différent. Mais la pleine conscience, c'est d'être présent d'une manière particulière. C'est être présent à ce qui se passe dans ce moment d'une manière sans jugement. Parfois, on est présent. On est présent pas seulement à ce qui se passe, mais aussi à nos réponses à ce qui se passe. On amène des jugements à ça. Quand on doit parler avec la classe, de changer leur comportement ou dire quelque chose de positif qui vient de se passer, mais la pleine conscience pure, c'est vraiment d'être présent sans jugement. C'est comme une curiosité. Quand on est présent à quelque chose, par exemple, un poème, on le prend juste tel qu'il est. Vous pouvez essayer de sentir l'expression du poète. Et plus tard, vous pouvez peut-être analyser le poème ou peut-être le relier à quelque chose, à des réactions que vous avez eues par rapport à ce poème dont vous avez pris conscience. Mais au début, on va essayer de retenir notre jugement et juste voir le poète ou la poétesse
telle qu'elle est. La pleine conscience a toujours un objet. Vous pouvez demander la pleine conscience de quoi? Je voudrais parler de deux sortes de conscience. La première, c'est la conscience ouverte. Donc, on peut faire une petite expérience. On va fermer nos yeux et écouter et prendre tous les sons, peu importe ce qu'ils sont, que l'on peut entendre. Si on fait ça avec notre classe, on peut alors leur demander nos étudiants et leur dire d'écrire sur une feuille de papier tous les bruits qu'ils ont entendus pendant ces quelques minutes où leurs yeux étaient fermés. Et c'est assez merveilleux de voir tous les différents sons qui sont présents, inclus peut-être des bruits de digestion, le son de la respiration, pas seulement la sensation, mais aussi l'air qui sort du nez, qui revient dans le nez, peut-être les sons dans la classe, les sons dehors, à l'extérieur du bâtiment. Ça, c'est la conscience ouverte, ouverte à tout ce qui est, tout ce qui est. La deuxième sorte de conscience serait la conscience concentrée sur quelque chose. Je vais vous donner une pratique que certains de mes amis utilisent pour leurs étudiants. Donc, vous allez fermer vos yeux, je vais écouter un son de la cloche. Et quand vous entendez le son de la cloche, vous pouvez lever votre main et la garder en l'air jusqu'à ce que vous puissiez entendre un son, encore du son de la cloche. Et quand vous entendez plus du tout le son de la cloche, vous baissez votre main. Et à ce moment-là, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc fermez vos yeux, vous levez une main. Et peut-être qu'on a tous nos yeux ouverts maintenant et notre main baissée. Certains d'entre nous ont peut-être ouvert leurs yeux et voyez toujours beaucoup de mains en l'air encore. Peut-être d'autres ont gardé leurs yeux fermés plus longtemps et ont ouvert leurs yeux vers la fin. Il y a une question à propos d'enseigner via Zoom ou d'autres plateformes et comment introduire la pleine conscience. Je pense que c'est très intéressant d'appliquer ça. C'est parce que si on enseigne dans une classe et on peut tous se voir sur l'écran et on peut se dire tu es capable d'entendre ce son plus longtemps si tu te concentres vraiment sur le son et tu gardes tes yeux fermés.
Et donc, on invite les étudiants à garder leurs yeux fermés et de vraiment écouter et de garder leurs mains le plus longtemps possible en l'air. Et après, ce sera intéressant de vraiment voir qui dans la classe a toujours leurs mains levées quand ils ouvrent leurs yeux et voir combien de temps ça prend pour certains de baisser la main. Donc, parce que dans une classe, ceux qui sont les plus près ont un avantage parce qu'ils entendent la cloche plus longtemps, ceux qui sont plus proches, alors que sur une classe, sur Zoom, tout le monde est à la même distance de la cloche. Donc ça peut être peut-être plus intéressant de faire ça dans une classe sur Zoom. Ça touche aussi la question de la motivation, de trouver des activités que les étudiants seront intéressés, pour lesquels les étudiants auront un intérêt. Donc je vais revenir à la pleine conscience. La pleine conscience de quoi? Peut-être la pleine conscience de quelque chose de très spécifique. Par exemple, on écoute la cloche. On n'est pas en train de juger le son de la cloche, on l'écoute juste. On l'écoute juste. Ou peut-être la pleine conscience, une conscience ouverte à tout ce qui est présent. Mais dans cet exercice d'écoute qu'on vient de faire, on a la pleine conscience du son spécifiquement. Donc c'était pas vraiment une ouverture totale. Même si la conscience ouverte à tout ce qui se passe dans le moment présent nous amènera aussi à avoir conscience de nos émotions, s'ils sont là. Le plus notre conscience est concentrée sur quelque chose de précis, moins il y a de place pour que les émotions et les pensées se manifestent. Et c'est vrai, quand on est conscient de notre partenaire qui partage, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils faisaient leur pratique à la maison pendant les dernières semaines, parce que si on était vraiment totalement concentré en cette personne, à ce qu'elle disait, ce qu'il disait, il n'y avait plus alors de conscience de nous-mêmes, mais on était vraiment en train d'écouter pendant les devoirs des 2 dernières semaines, vraiment en train d'écouter cette personne. Et quand on est concentré de cette manière-là, si on écoute une personne, cette personne a une réponse vraiment inhabituelle, qui est une très grande gratitude, parce que c'est une chose qu'on ne reçoit presque jamais, cette écoute. Et ce n'est pas vraiment une gratitude pour approuver quelque chose, c'est vraiment une gratitude pour la présence totale qui est là. Si on utilise Zoom, et on se voit les uns les autres, s'il y a 2 personnes qui participent et vous parlez, et j'écoute profondément, alors vous allez peut-être ressentir ça. Je vais ne pas fermer mes yeux, je ne vais pas avoir de contact, les yeux dans les yeux.
Je veux recevoir le plus de vous-même, de vous, que je peux, parce que écouter, quand je vous écoute, je sens aussi l'énergie que vous émanez, qui traverse l'air. Et vous voyez que je suis ouvert à tout ce que vous m'envoyez, à tout ce que vous me dites. Donc, quelqu'un a demandé, qui dit qu'on avait les yeux fermés. Est-ce qu'on a les yeux fermés quand on écoute l'autre personne? Non, pas forcément. On va juste recevoir tout ce que cette personne dit. Et c'est plus dur, beaucoup plus dur de vraiment recevoir une autre personne quand elles sont en 2 dimensions sur un écran. S'il y a des vrais challenges. Et on sait, parce qu'on a participé à des groupes sur Zoom, on sait que ça peut être vraiment difficile de connecter avec une personne, ne serait-ce qu'une personne. C'est plus facile de connecter quand on est en tant que la personne qui parle. Mais dès qu'on est sur la galerie, on est dépassé par le nombre de personnes qui sont là et qui écoutent aussi la personne qui parle. Même si on essaye juste de se concentrer sur cette personne-là qui parle, c'est vraiment ne pas la mettre en valeur, d'être en galerie et de regarder toutes les autres personnes. La conscience sans jugement. Il n'y a pas de jugement si je me donne à 100% de concentration à vous. C'est seulement lorsque ce que vous dites touche un niveau de conscience où le jugement est pris en compte. Créer de l'espace à l'intérieur de nous pour être dans le moment présent tel qu'il est. Si c'est un espace où il y a du jugement, alors si on est pleinement conscient, on doit inclure ce jugement dans notre pleine conscience. On doit être conscient de ce jugement, conscient qu'il y a du jugement dans ce moment. C'est un des grands problèmes dans le racisme que l'on voit et dont on parle aux États-Unis. C'est que le jugement va de génération en génération et il a lieu sans conscience. Les personnes ne réalisent même pas qu'ils jugent les autres, qu'ils jugent d'avoir une différente, en disant qu'ils ont une différente race. Donc être conscient de nous-mêmes, de qui nous sommes, et en tant que produit de beaucoup de générations, de beaucoup d'expériences, alors on est conscient de qui on est. Et ça peut nous aider à nous préparer à être conscients de qui sont vraiment les autres personnes, nous aide aussi à les écouter tels qu'ils voudraient qu'on les écoute, tels qu'ils voudraient qu'on les entende, entendre ce qu'ils disent réellement et pas ce qui est filtré à travers nos perceptions d'eux, comme l'étudiant qui parle tout le temps, ou l'étudiant qui fait des grimaces. Mais juste recevoir ce qui est présent en eux dans ce moment.
Maintenant, ça peut prendre beaucoup de temps à motiver une classe, d'inviter une classe à amener ce genre de présence. Et il y a une question, est-ce que les étudiants trouvaient ça utile dans une classe qui n'est pas une classe de pleine conscience, mais par exemple une classe de maths ou d'art? Est-ce qu'ils trouvaient ça utile d'avoir la pleine conscience, utiliser la pleine conscience? Ce qui est important pour les étudiants, c'est on pense tous à un enseignant ou une enseignante avec qui notre cœur s'est vraiment connecté. Quand on amène notre pleine conscience, notre propre pleine conscience dans une école, dans la classe, et on partage la pleine conscience depuis cet endroit qui est notre propre être, alors les étudiants le verront et ils sauront que c'est tout aussi important, voire plus important que dans ce moment d'être capable de participer dans le monde de cette manière-là, en étant présent aux autres, en recevant les autres personnes. Et aussi, partager la vraie personne que l'on est avec nos étudiants. Mes 2 dernières années d'enseignement, quand j'ai commencé toutes les classes de maths avec des minutes de pleine conscience, c'était vraiment mes meilleures années d'enseignement parce que les aspects de maths que j'aimais vraiment, et ben ça montrait vraiment qui j'étais réellement. Et ils ont découvert ces étudiants que je ne parlais pas seulement de ma pratique, on pratiquait tous ensemble. Cette capacité de se sentir confortable, de partager qui on est, et ce qui est très important pour nous, la pleine conscience, qui est une partie très importante de nous. Ce n'est pas facile parce que alors on est vulnérable à partir du moment où on fait ça. Peut-être les étudiants vont rire pendant qu'on enseigne, mais c'est un travail que l'on fait. C'est dommage qu'ils ne l'apprécient pas ça, les maths ou l'anglais ou peu importe ce qu'on enseigne. Mais quand ils n'apprécient pas quelque chose qui est si cher à notre cœur, qui est tellement proche de notre cœur, notre propre présence, notre propre conscience, ça peut être très difficile. Et je sais que à travers les questions que vous avez posées, à quel point c'est difficile lorsque vos étudiants ne font pas du tout attention à vous quand vous parlez de la pleine conscience. Alors, je vais vous raconter une histoire à propos d'un enseignant qui vient du Wisconsin. C'est une histoire que j'ai lue dans un journal. Cette enseignante est venue à l'école une fois. Elle avait des enfants vers 12 ans, qui avaient à peu près 12 ans, et elle avait avec elle une cloche. Et elle a dit à la classe, je veux faire mon meilleur des travaux d'enseignante avec vous.
c'est très important pour moi d'être vraiment la meilleure version de moi-même lorsque j'enseigne. Et pour que je puisse être capable de le faire, j'ai besoin d'être très calme et très centré, très ancré. Et j'ai une pratique que j'utilise pour m'aider à être cette meilleure version de moi-même. Et ce que je fais, c'est que j'invite cette cloche, je ferme mes yeux, je m'assois et je respire pendant quelques minutes. Et ensuite, lorsque je suis prête, j'invite la cloche de nouveau. J'ouvre mes yeux et je vais commencer à faire ça tous les jours au début de la classe. Je ne demande pas que vous joigniez à moi, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Faites-le, s'il vous plaît. Et j'apprécierais que vous ne fassiez pas trop de bruit. Et elle l'a fait. Et ensuite, elle a fait exactement ce qu'elle avait prévu de faire. Et il y avait du bruit, un petit chaos. Mais elle a gardé ses yeux fermés. Elle a dit elle a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Elle s'est rassemblée, elle s'est concentrée sur sa respiration. Et lorsqu'elle a ouvert ses yeux, elle était calme et elle a fait le meilleur travail d'enseignement qu'elle pouvait faire. Et petit à petit, au cours des semaines, il y a eu de moins en moins de bruit et certains des étudiants ont commencé à se joindre à elle. Et après le premier mois, toute la classe était avec de leur propre choix et ils joignaient ces quelques minutes de silence de leur propre choix. J'ai trouvé ça très fascinant parce que il y avait un enseignant, c'était une enseignante qui motivait sa classe avec sa propre présence, avec sa propre pratique. Et elle ne disait pas, ah, vous aurez une meilleure note si vous me joignez à moi, ou oh, ça peut être important pour vous. Mais elle disait juste, c'est important pour moi, je vais le faire, si vous voulez essayer, faites-le s'il vous plaît. Il y a différentes motivations. Cet exercice d'écoute quand on garde la main levée jusqu'à ce qu'on n'entend plus la cloche. Mais c'est un exemple, mais mon meilleur exemple, mon exemple préféré, c'est un ami à moi qui est enseignant, qui enseigne pour les 12 à 15 ans, et elle voulait introduire la méditation, la pratique de la méditation, et elle avait il y avait beaucoup de problèmes d'attention et de calme dans sa classe, et une fois, elle a demandé à sa classe combien d'entre vous pratiquent le sport. Donc, ils étaient dans une classe, ils n'étaient pas chez eux. Donc on espère que ça arrivera de nouveau. On peut adapter peut-être à ces temps-ci. Et donc la plupart des élèves pratiquent un sport. Elle leur a demandé, qu'est-ce que votre coach vous demande de faire pour que vous puissiez le jouer de la meilleure des manières pendant le jeu. Et donc, il disait, ah, le coach, l'entraîneur, il veut que je m'entraîne. Et donc, quel est l'entraînement? Bah, c'est de renforcer mes muscles, renforcer mon habilité à utiliser mon corps. Votre esprit est un corps. Non, votre esprit est un muscle. Et pour qu'il soit fort et
le plus fort et le plus utile qu'il peut être, vous devez vous entraîner. Vous devez avoir de l'entraînement qui va renforcer vos capacités mentales. Et la meilleure des pratiques que je connais, c'est la pratique, c'est d'apporter son attention à la respiration. Très spécialement, cette pratique que je voudrais inviter à faire, c'est de fermer vos yeux et de voir si vous êtes capable d'être consciente de toutes les inspirations et expirations qui ont lieu pendant 30 secondes. C'est un très bon exercice pour l'esprit. Et donc, tout le monde pensait que pendant 30 secondes, ils pourraient le faire. Donc, bien sûr, ils ont fermé leurs yeux. Et chacun ont dit qu'ils avaient réussi à être capables d'avoir leur attention sur leur respiration pendant 30 secondes. Et il y a quelqu'un qui dit je pense que je serais capable de le faire pendant 60 secondes. Et donc, l'enseignant voulait savoir, est-ce qu'il y a d'autres d'entre vous qui sont capables d'essayer ça? Et tout le monde a fait oui, qu'ils étaient capables d'essayer ça. Les résultats étaient très positifs. Tellement positifs qu'elle a dit, je pense qu'on devrait commencer chaque classe avec cet exercice où vous entraînez votre esprit en essayant de voir si vous êtes capable de rester concentré sur toutes les inspirations et expirations. Et toute la classe l'a fait et ils l'ont fait. Je vais... La dernière chose que je voudrais dire, c'est à propos de la motivation, c'est qu'on a un problème, une mauvaise image de la pleine conscience. On pense que c'est être assis en silence et de regarder la respiration, mais en réalité, c'est d'amener notre conscience sans le jugement du moment présent, peu importe ce qu'il se passe. Et donc, la méditation manger, ce que vous avez fait pendant la deuxième session, est quelque chose qui est très populaire avec les étudiants, pas forcément avec la mandarine, mais peut-être avec quelqu'un qui pourrait préparer des cookies. Et j'amène du jus de pomme et je les invite je leur enseigne la méditation manger dans les derniers jours quand ils veulent rien faire d'autre que manger, parce que c'est la fin des cours, et je leur enseigne ça, la méditation manger, quelque chose de très intéressant avec les étudiants. Mais en général, avec les pratiques, avant de décider ce que vous allez présenter aux étudiants à propos de méditation, quel objet de méditation, demandez-vous quel est l'intérêt, quels sont les intérêts de mes étudiants. J'ai vu ça dans un livre de Frank McCourt, qui voulait que ses étudiants de lycée soient concentrés pour qu'ils puissent enseigner des cours qui soient très intéressants. Et du coup, il s'est dit que les intérêts de ses étudiants, les deux choses, c'était la nourriture et le sexe. Et du coup, il s'est dit qu'il allait faire un cours sur la nourriture, ce qui était sûrement la meilleure des options. Et du coup, une des choses que je me suis dit, moi, quel est l'intérêt, à quoi s'intéressent les étudiants de 14 ans? Ils s'intéressent beaucoup à eux-mêmes, donc ils passent beaucoup de temps à se regarder pour voir à quoi ils ressemblent pour les personnes qui sont les autres personnes. Et aussi, je me demandais combien de temps ils prennent pour apprendre à découvrir à quoi ils ressemblent de l'intérieur.
Et donc, c'est devenu le début de mon introduction sur la pleine conscience et où ils regardaient ce que faisait leur esprit et ils se regardaient. Donc, il y a 2-3 trucs que je veux encore partager. Une des choses que je veux partager, c'est amener votre pratique, partager votre pratique avec d'autres membres de votre faculté. Une personne avec qui je travaillais, mais dont je n'étais pas proche, qui se plaignait souvent de la quantité de travail qu'elle avait. Un jour, alors qu'elle se plaignait, je lui ai dit, on pourrait peut-être s'entraider, parce qu'il y a tellement de travail que l'on a, on peut faire un accord entre nous, si c'est OK pour le reste de l'année. On peut juste s'arrêter, sourire et respirer 3 fois dès qu'on se croise. Et on a fait ça pendant toute une année. Et ça a vraiment changé toute l'année pour elle. Elle a ralenti, et elle a commencé à apprécier le moment présent. Elle venait à l'école plus heureuse parce qu'il y avait cette chose-là dont elle avait hâte de voir, même si on ne se voyait pas tous les jours. Mais son énergie d'arrêt était là quand même, et son énergie d'être consciente de sa respiration et de ne pas être pressée. Et ça a vraiment changé sa relation à l'école. Peut-être que c'est le bon moment pour m'arrêter et sourire et respirer et fermer ses yeux et écouter un son de la cloche. I'd like to say just briefly about our Je voudrais dire à propos des devoirs, on a une autre chose, une autre histoire à lire pour les enseignants. Et on pense que ce serait ça aurait beaucoup de sens que vous partagiez cette histoire avec votre partenaire, même si ce n'est pas un enseignant. C'est une histoire que je pense que vous apprécierez beaucoup. Et j'espère que quand vous allez la recevoir et que vous l'aurez imprimée ou mis sur votre ordinateur, j'espère que vous attendrez le moment d'être avec votre partenaire pour le lire ensemble et écrire dans votre journal et pratiquer l'écoute profonde avec cette personne et d'écouter sans penser, sans réagir, sans juger, juste prendre tout ce que votre partenaire a partagé et vous mettre d'accord sur qui est-ce qui commence à partager. Je regarde s'il y a quelque chose que je veux dire pour clôturer. Je voudrais souligner le mot curiosité comme le meilleur outil pour créer un espace à l'intérieur de nous. Si on est curieux à propos du moment présent, si on est curieux à propos de ce que dit notre partenaire, si on est curieux à propos de notre respiration, alors on réussira à être vraiment vivant dans le moment présent.
Et quand on arrête de faire ça, parce que l'esprit va en avant, en arrière, vers le futur, le passé, alors on peut décider d'être curieux, d'amener notre curiosité sur ça. C'est une pratique très importante de pleine conscience. On veut essayer d'éviter d'avoir notre esprit qui va quelque part et qu'on ne soit même pas conscient de ça, conscient que notre esprit a quitté le moment présent. Peu importe où est notre esprit, c'est une grande pratique d'être présent à ça. Et c'est ce que Kaya Joe disait dans beaucoup de ses exemples. Quand on peut être vraiment présent à nous-mêmes, surtout à notre propre souffrance, alors on est prêt à être totalement présent à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, on n'est pas forcément capable d'être totalement présent à nous-mêmes avant de commencer à être présent à une autre personne. Mais il faut réussir à gérer ce qui se passe en nous quand on est présent à l'autre personne. Et pas prendre plus qu'on peut et donc ne plus être pleinement conscience. Et alors, l'esprit quitterait totalement la pièce et il n'y aurait plus de place pour la pleine conscience. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut dire « Désolé, je ne peux plus écouter. Il faut que j'arrête d'écouter. Il faut que je m'éloigne. Il faut que j'aille aux toilettes. Il faut que j'aille acheter quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Parce que je ne peux pas rester là. Ça ne va pas nous aider ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas être totalement présent à toi. » Maintenant, je pense qu'une des choses les plus importantes pour moi d'apprendre, que j'ai appris, j'ai 51 graines dans ma conscience du tréfonds que j'ai reçues de mes deux parents. Et ils ont reçu aussi leurs 51 graines de leurs parents et ainsi de suite en remontant les générations. Et à travers les générations, certaines graines sont devenues plus fortes et d'autres sont devenues plus faibles. Donc même quand je suis née, j'avais déjà des graines qui étaient très fortes et d'autres qui n'étaient pas si fortes que ça. Et la vie a aussi influencé ce processus peut-être, probablement que certains d'entre nous ont des graines de souffrance qui ont été transmises de génération en génération. Et certains ont des graines de joie. Et on est les premiers. Il y a beaucoup de chances qu'on soit les premiers dans à être en contact avec la pleine conscience, qui est d'avoir une pratique de qui ont la pratique de la pleine conscience, qui ont une pratique qui peut aider la transformation de ces graines. On ne le fait pas seulement pour nous, on le fait aussi pour nos ancêtres et pour les futures générations aussi. Mais qui on pense être en pensant être capable de transformer toutes les souffrances de toutes les générations précédentes en une génération, c'est pas très réaliste. Et
Et pourtant, on ressent qu'on doit guérir tout. Et si on ne le fait pas, c'est pas un succès. Et j'espère que vous arriverez à sentir la chose que moi j'ai ressentie, c'est que notre travail, c'est de pratiquer et de le faire de la manière la plus juste et de transformer ce qu'on peut transformer et de laisser des choses qui ne sont pas finies pour les prochaines générations, mais de passer les outils qu'on a reçus à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos étudiants